Mesdames et messieurs, nous sommes mardi 17 juin. Merci de nous suivre dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué de l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 78, alinéa 2 de la Constitution et à l'article 95 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, mercredi 18 juin, à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Et le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur une motion de censure déposée vendredi dernier 13 juin. L'opposition malienne a donc déposé vendredi dernier une motion de censure devant l'Assemblée nationale. Le débat sur cette motion de censure aura lieu demain et le Parlement s'apprête donc à entamer des discussions sur la troisième motion de censure de l'histoire institutionnelle de notre pays. L'opposition reproche entre autres au gouvernement d'être incapable de résoudre les problèmes urgents de l'heure. Une motion a par nature pour objectif aussi de renverser un gouvernement. L'opposition malienne parviendra-t-elle à cette fin demain? La réponse dans ce reportage réalisé par Oumar Moussa Traoré. La motion de censure est prévue par l'article 78 de la loi fondamentale du Mali. Elle désigne la procédure par laquelle une assemblée parlementaire exprime sa défiance envers le gouvernement et peut le contraindre à se retirer. C'est un des moyens, c'est d'ailleurs le moyen le plus important mis à la disposition de l'Assemblée nationale pour contrôler l'action du gouvernement et l'obliger à démissionner si la motion est acceptée. Donc la motion de censure est une technique parlementaire qui a fait beaucoup de dégâts sous les républiques précédentes en France parce que souvent le gouvernement avait 3 jours, 1 mois, 6 mois de vie de moyenne parce qu'il suffisait d'avoir une majorité simple à l'Assemblée pour renverser un gouvernement. C'est pourquoi la 5e République a corsé le système en fixant des conditions draconiennes. Donc ce sont ces mêmes conditions que nous retrouvons au Mali dans l'article 78 qui a réglementé la motion de censure. Les conditions exorbitantes exigées concernent la procédure. Il faut que le document relatif à la motion de censure soit signé par au moins 1/10 des députés. Pour que le gouvernement soit renversé, il faut que la motion soit votée par les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. La motion provoquée et la motion spontanée sont les 2 formes de motion utilisées. Qu'est-ce que c'est qu'une motion provoquée? C'est quand le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée sur un texte. Ce texte est censé être voté s'il n'y a pas de motion de censure. C'est ce qu'on appelle la motion provoquée. Mais le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est une motion spontanée qui est maintenant fixée par le 2e alinéa de l'article 78 qui dit que un certain nombre de députés au Mali, on a dit 10%, peuvent déposer une motion de censure pour exiger du gouvernement de venir s'expliquer sur certains problèmes. Et à cette motion de censure est attachée des conséquences. Si la motion est adoptée par la majorité qualifiée, chez nous c'est 2/3, mais il faut aussi que c'est 2/3 des députés, ce n'est pas 2/3 des votants. La conséquence principale, c'est que si la motion est adoptée, le gouvernement est obligé de démissionner. La 3e République du Mali, dont la constitution est fortement inspirée de celle de la 5e République française, a connu 2 motions de censure qui n'ont pas été adoptées. Elle avait été déposée en janvier 1996 et février 1997. Les motifs étaient relatifs à la crise scolaire de 1996 et à l'organisation des législatives de 1997. L'actualité, c'est à Alger où séjourne actuellement le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration dans le cadre des efforts de coordination des pays voisins du Mali en vue de la consolidation de la paix et de la stabilité dans le nord du Mali. Une 3e réunion de haut niveau sur le Mali s'est donc tenue hier à Alger.
Placée sous le sceau de la solidarité avec le Mali, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de passer en revue le développement en cours au Mali et de façon particulière au nord du Mali à la suite des événements tragiques survenus à Kidal les 17 et 21 mai derniers et leurs implications sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et humanitaires ainsi que sur les actions entreprises pour relancer le processus de paix dans ce pays. Les participants ont estimé que ces événements, par leur gravité, viennent rappeler la nécessité et l'urgence d'accélérer le processus devant mener au dialogue intermalien inclusif de façon à jeter les bases d'une réconciliation véritable entre les Maliens d'une part et les autres de l'autre côté, d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité. Cet autre communiqué en provenance toujours d'Alger, le comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali a tenu sa 4e réunion. C'était les 14 et 15 juin dernier et c'était sous la coprésidence du ministre algérien des Affaires étrangères et de Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Les deux parties ont, dans ce cadre, procédé à un examen d'une série de propositions de nature à favoriser l'instauration d'un climat de confiance entre les parties concernées à travers la mise en œuvre des mesures à convenir afin de faciliter les discussions dans un calendrier et une méthodologie arrêtés. Enfin, les deux parties ont souligné l'importance de mener cette nouvelle phase avec l'accompagnement des partenaires régionaux et internationaux qu'elles invitent à apporter soutien et appui à ces efforts menés en droite ligne des objectifs fixés par la communauté internationale visant à préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali et à conforter son unité nationale. Ici à Bamako, près de 134 millions de francs CFA, c'est le montant d'un projet d'appui à la formation à l'utilisation du cadre de l'analyse des risques pour une meilleure gestion de la sécurité alimentaire. La signature de ce document relatif au projet entre le ministère de la Santé et la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans notre pays a eu lieu au ministère de la Santé. C'était en présence de notre reporter Fademba Keita. À travers ce protocole d'accord, la FAO s'engage pour une période de 18 mois dans un programme de formation. Il aura pour mission l'amélioration des capacités des gestionnaires du risque, mais aussi des autorités compétentes à mieux contrôler les denrées alimentaires. Il contribuera notamment à améliorer les capacités des experts du gouvernement à participer activement aux travaux du Codex et aux organes d'évaluation des risques, à améliorer la capacité d'adaptation et d'application sur le plan national des normes alimentaires développées internationalement. Ce projet de près de 134 millions de francs CFA est une initiative de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments. Il y a plusieurs préoccupations qui ont été exprimées justement sur les risques sanitaires liés aux aliments au quotidien. Nous étions en train justement de parler comme un hasard du cas du pain, le transport, la livraison du pain, le cas de la viande. Il y a plusieurs domaines où les risques liés au traitement des aliments méritent d'être mis en exerce et combattus. Outre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sont concernés par le projet des ministères du Développement rural, du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des investissements. Ouverture de l'atelier sous-régional sur les filières Jatoufra ou Pourguer en Afrique de l'Ouest. Cet atelier vise à élaborer des termes de référence utiles aux porteurs de projets et aux décideurs permettant de caractériser les filières paysannes de production d'énergie renouvelable et cela à partir du Pourguer. Daouda Sidiki Diarra.
En Afrique de l'Ouest, le Jatroufa ou Purguer est présenté comme la meilleure opportunité de développement des filières d'agrocarburants pour le développement du monde rural. C'est pour cela que le réseau Jatroref a commandité et organisé une étude sur les filières Jatroufa. La restitution de l'étude en question sera faite au cours de cet atelier sur le journal de 3 jours qui a ouvert ses travaux ce lundi à Bamako. Il vise par des échanges entre les participants sur les résultats de l'étude sous-mentionnée la construction des référentiels communs des modèles de filière Jatroufa. Il va sans dire que ces échanges seront enrichis par les expériences des différents porteurs de projets et acteurs institutionnels d'horizons divers venant du Bénin, du Burkina, du Sénégal et du Mali. Dans la diversité d'initiatives de construction de la filière Jatroufa, les incertitudes et les inconnus pour chacun des porteurs de projets restent nombreuses, entre autres les techniques de culture de la plante, le coût de production de la graine et la politique d'achat. La facture pétrolière pèse lourdement sur nos économies. Pourtant, la sous-région ouest africaine dispose d'un potentiel important en matière de biocarburants. En conséquence, nous devons mobiliser les moyens nécessaires pour inverser la tendance d'augmentation de nos consommations de produits pétroliers afin de rendre les biocarburants plus disponibles et plus accessibles. L'atelier a été initié par le réseau Jatroref en partenariat avec le groupe d'énergie renouvelable, environnement et solidarité, ainsi que le projet de promotion de l'utilisation de l'huile de Purguer comme biocarburant au Mali. Le ministre des Sports était hier matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports où il a assisté au démarrage effectif des épreuves d'examen de fin d'année académique 2013-2014. Le ministre qu'on voit sur ces images a visité quelques salles d'examen avant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe. Il s'est aussi entretenu. On le verra, il s'est aussi entretenu avec les responsables de l'Institut des mesures prises pour la tenue des examens et on rappelle qu'ils sont 180 candidats pour la licence et 198 pour le cycle moyen. Les examens à l'INJS se dérouleront en 2 phases, la théorie et la pratique. Clôture à Ségou de la quinzaine de l'environnement. La cérémonie de clôture a été une occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement de faire un bilan des activités menées. Ségou, nous retrouvons Kandesila. Symbolique de matériel d'assainissement à la commune urbaine de Ségou par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Échange du ministre avec les jeunes de Ségou par rapport à leur implication dans les actions d'assainissement et de sauvegarde de l'environnement. La quinzaine de l'environnement délocalisée s'achève dans la salle Merouba. La cérémonie de clôture a regroupé les autorités régionales, les élus et plusieurs personnalités. Une occasion pour le ministre de faire le bilan de l'édition 2014. Ce bilan, non moins exhaustif, doit s'inscrire dans la durée. Qu'il s'agisse de l'évolution de la décharge finale de Numumbougou, qu'il s'agisse de l'originalité du complexe constitué du jardin zoologique et du parc national du Mali, qu'il s'agisse du partenariat public-privé dans la forêt classée de la Faya, ce ne sont là que quelques pistes de solutions et des réponses concrètes aux problématiques et défis environnementaux. Les lumières de cette 15e édition s'éteignent maintenant, virtuellement. Car en chacun d'entre nous devra être entretenu le désir ardent de refléter longtemps ces lumières. Déjà dans la salle Merouba, des échos favorables s'annoncent pour la pérennisation des acquis enregistrés à Ségou avec le lancement du concours commune propre de l'ONG Agir de la première dame du Mali. Ce concours s'étalera sur 5 mois et est ouvert aux communes de Sébourou, Pelingana et Ségou. La cérémonie de clôture a pris fin par la remise d'attestations de diplômes d'honneur à des personnalités, associations et à des institutions pour leur implication dans la réussite des activités. Aussi, l'émission à grand public Top Étoile était de la fête pour joindre l'utile à l'agréable.
Le ministre du Développement rural lui a entamé hier une visite dans la région de Caille pour le lancement de la campagne agricole 2014-2015, une campagne qui prévoit une production de plus de 735 000 tonnes de céréales. Caille, nous retrouvons Siaka Konate. Pour la campagne agricole 2014-2015, la région de Caille se fixe un objectif de production de 735 569 tonnes de céréales, toutes catégories confondues. En lançant cette campagne au niveau de la première région, le ministre du Développement rural a rappelé quelques innovations apportées cette année au plan de campagne, un plan dit harmonisé car intégrant pour la première fois les productions végétales, animales, piscicoles et aquacoles. La mission essentielle, en première, j'allais dire, du secteur du développement rural, c'est de nourrir les Maliens en qualité et en quantité. Pourquoi nous avons dit qu'au-delà de la sécurité alimentaire, il faut la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faudrait que les protéines d'origine animale, la viande, le lait, les œufs, le poisson, apportent à la ration des femmes et des hommes, des Maliennes et des Maliens, une ration équilibrée, susceptible d'assurer sa croissance harmonieuse. Pour la réussite du plan de campagne, le ministre du Développement rural en appelle à la mobilisation de tous les acteurs. C'est d'abord l'engagement des cadres. En tout cas, je salue d'abord leur engagement, je salue leur disponibilité, les conditions difficiles dans lesquelles nos cadres travaillent, mais chacun doit avoir souci d'une chose, la nation ne peut leur apporter que ce qu'elle a. Le plan prévoit une production de 8 millions de tonnes de céréales et 600 000 tonnes de coton. En accord avec les gouverneurs des régions, le ministre a décidé de redynamiser les instruments de suivi et évaluation au niveau régional, local et communal. En deuxième région, le ministre de la décentralisation de la ville a rencontré l'ensemble des acteurs de la décentralisation de la deuxième région. Ousmane Sy était allé rendre compte des conclusions des États généraux de la décentralisation tenus du 21 au 23 octobre dernier. Brahima Kone, que nous retrouvons depuis Koulikoro. La stratégie de mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation était à l'ordre du jour de cette rencontre. Échange sur l'état des lieux et les perspectives de la décentralisation à travers la régionalisation, l'événement aura été un véritable plaidoyer en faveur de l'implication de tous les acteurs dans le processus de décentralisation. En termes d'acquis, il faut reconnaître que nous sommes aujourd'hui à plus de 25 milliards d'investissements dans le cadre de la décentralisation dans la région de Koulikoro, et cela dans tous les domaines. En termes de réalisation de projets, nous sommes à plus de 2279 projets réalisés, et cela dans tous les domaines. Quand vous êtes élu, c'est la redevabilité. Il faut que les gens soient redevables de ceux qui les ont élus pour qu'ils retournent à eux leur expliquer ce qu'il y a. Parce que le fait que les gens participent ou pas, ça dépend parfois de l'attitude des gens qui sont élus. Et ce compte rendu doit être permanent entre les élus et les électeurs pour que les gens adhèrent à cette innovation administrative, à cette réforme administrative. Des échanges fructueux ont permis aux participants de faire des propositions concrètes permettant une véritable décentralisation en vue d'un développement équilibré du territoire national. Le seul message, je crois qu'il faut qu'on aille à la réforme. Vous savez, la crise dans laquelle notre pays est aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 solutions que d'engager des réformes. On a commencé, peut-être on s'est arrêté en chemin, on a ralenti, on n'a pas trouvé les bonnes voies. Et je crois que la crise nous enseigne aujourd'hui que avoir une crise n'est pas anormal. Tous les pays du monde ont évolué dans des crises, souvent des crises plus graves que les nôtres. Mais ces pays ont eu les ressources nécessaires pour sortir de la crise et aller de l'avant. À noter que les États généraux de la décentralisation au Mali ont été organisés les 21, 22, 23 octobre 2013. Nous sommes à Koulikoro, restons-y, où le ministre espagnol de la Défense, en visite dans notre pays, s'est rendu au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, où des formateurs espagnols appuient la formation de militaires maliens, et cela dans le cadre du deuxième mandat de l'EUTM. Brahima Kone. Le ministre espagnol de la Défense s'inscrit dans une logique de suivi constant des militaires de son pays, évoluant dans le cadre de la mission de l'EUTM.
Morenez Elaté Pedro, en visite au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, galvanise les troupes espagnoles pour la réussite du second mandat de formation. Un mandat qui vient de commencer avec la rentrée du 5e bataillon. C'est de visiter les soldats espagnols qui sont ici, qui y a mission de protection, mission de formation des soldats maliens. Et je fais les compromis le gouvernement espagnol d'aider le Mali, la population de Mali, avec deux objectifs. Le premier, c'est ça, d'aider la population de Mali, le gouvernement de Mali, pour la stabilité de ce pays. C'est nécessaire pour tous nous, les Européens, les Africains, de savoir que la stabilité de Mali, c'est la stabilité de le monde. La venue du ministre espagnol de la Défense est un signal fort. Ça veut dire toujours l'intéressement de l'Europe à cette remise en condition de l'armée malienne pour qu'elle fasse réellement face à sa mission régalienne. Les instructeurs espagnols s'occupent d'une part de la formation des sections artillerie, mortier et commando et d'autre part de la sécurité environnementale. L'Espagne joue un rôle important dans la mission de l'EITM. En 5e région, le gouverneur était en visite dans la zone de Karawassa, dans le cercle de Douanza, et c'était pour s'imprégner des difficultés auxquelles la population nomade est confrontée et à encourager les actions de développement entreprises par un fils du terroir. Nous retrouvons Yacouba Meiga. Le secteur de Karawassa dans la fraction de Keltadak dans le cercle de Douanza est une zone à vocation essentiellement pastorale avec une population majoritairement nomade. Malgré la crise sécuritaire dont l'impact est perceptible à travers la dégradation de la plupart des infrastructures, les difficultés d'abreuvement et d'alimentation du cheptel ou encore l'insécurité alimentaire tout court, la majorité de la population est restée sur place. On est fidèle à notre pays. Je lance l'appel à tous les gens qui nous créent les problèmes, vraiment qu'ils laissent les armes et qu'ils viennent faire comme nous. Le Mali, là, c'est pour tout le monde. Pour toucher du doigt les difficultés auxquelles la population est confrontée, le chef de l'exécutif régional a fait le tour de certaines infrastructures dont la plupart a été réalisée par un fils du terroir, Abdallah Ag Mohamedine Al-Ansari, dans le cadre d'une ONG intitulée Tanfo Kalanda. L'objectif visé par cette initiative est de faire de la zone de Karawassa un complexe agricole à part entière porteur du développement. J'avoue que ici, la réconciliation est effective. Grâce à lui, on assiste à une certaine sédentarisation de ces populations nomades. Nous pensons que ces actions doivent être soutenues. Pour accompagner la stabilité des activités socio-économiques dans la zone, le gouverneur de la région a remis par le biais des directions régionales de la santé et du développement social un lot de médicaments et d'articles divers à la population. Renforcement du dialogue social, de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, c'est le thème de la rencontre intercommunautaire que vient d'abriter la commune rurale de Gouzoureul. Gouzoureul, c'est dans le cercle de Gao. Drissa Kone, compte rendu. C'est une série de débats qui a animé la rencontre intercommunautaire de Wabaria dans la commune rurale de Gouzoureul. Toute une journée a été mise à profit par des centaines d'hommes, de femmes, de leaders d'opinion, des chefs coutumiers pour parler de paix et de cohésion. Ces responsables des communes de Gabero, Soné à Libère, d'Anchawadj, de Gao et de Gouzoureul ont également échangé sur les différentes causes qui ont effrité le tissu social entre les sédentaires et les nomades. Le présent forum historique constitue pour nous une chance de montrer à la face du monde que même dans le pire des cas, nous sommes humains et prêts à pardonner comme l'a fait notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je pense que désormais, les populations de ces cercles nomades Tamashek Sonraï vont se prendre la main dans la main pour consolider la paix, la tranquillité. En choisissant le dialogue comme mode d'action, l'ONG Groupe de recherche, d'études, de formation Femmes Action GRIFA veut insuffler une nouvelle dynamique dans les rapports entre les communautés arabes, Songhoué, Tamashek et Peul dans le cercle de Gao. Il règne une grande inquiétude quant au rétablissement de la cohésion pacifique entre les communautés, particulièrement les Songhai, les Touaregs et les Arabes.
Ensemble, mobilisons-nous activement et massivement en faveur d'une paix durable. Le retour et le maintien de la paix nécessiteront forcément un processus de dialogue entre les groupes ethniques qui doivent rapidement et franchement se parler et discuter des causes et conséquences de la crise et enfin penser les blessures. Au terme des débats, il a été proposé de multiplier de telles rencontres. Un comité de suivi pour l'application de ces consensus sera d'ailleurs mis en place dans un bref délai. L'Ordre des urbanistes du Mali a tenu son assemblée générale. Au cours des travaux, les urbanistes ont passé en revue plusieurs aspects dans le rapport d'activité de l'année écoulée. Aldjouna Tina. En matière d'urbanisme, beaucoup reste encore à faire dans notre pays. C'est du moins le constat des professionnels du secteur qui tiennent leur assemblée générale. Une assemblée au cours de laquelle ils plancheront sur plusieurs points. Faire un peu le point sur les activités que nous avons menées en 2013 et pour programmer d'autres activités dans le reste de l'année qui est à venir. Les activités principalement, comme vous avez constaté, l'urbanisme c'est un métier qui n'est pas très connu. Donc nous avons beaucoup d'activités qui sont dirigées vers la promotion de l'urbanisme. La population malienne s'accroît à un rythme effréné. Ceci n'est pas sans conséquence sur notre environnement et sur l'urbanisation de la ville. Si des dispositions ne sont pas prises, comme à Bamako par exemple. Élaborer des documents de planification, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, je puis dire que l'ensemble de nos villes importantes disposent soit de schémas directeurs et même des fois des plans d'urbanisme sectoriels. A noter que l'Ordre des urbanistes assiste les collectivités décentralisées pour une meilleure maîtrise des outils de gestion urbaine par le biais de la formation et de l'appui conseil. Environ 50 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une école fondamentale à Kalabankoro Plateau. Les locaux ont été inaugurés en présence de plusieurs responsables scolaires, politiques et administratifs. Nous, Sissoko, compte rendu. Le nombre d'établissements scolaires augmente à Kalabankoro Plateau avec la création de l'école privée Baraka de la diaspora. C'est l'œuvre d'un Malien résidant en Côte d'Ivoire. Le coût de réalisation est estimé à quelques 50 millions de francs CFA. L'école comprend 6 classes entièrement équipées de tables bancs, bureaux et chaises. 2 bureaux pour la maître et pour le directeur. 2 classes pour les tout petits appelés la maternelle et 3 toilettes. Quelqu'un qui construit une école privée pour un quartier, vraiment, il a fait de ce qu'il peut. L'éducation de base même, c'est l'école. Le promoteur, opérateur économique de son État, pense ainsi contribuer à la scolarisation d'un plus grand nombre d'enfants. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles au Mali. J'ai pensé construire cette école pour aider les Maliens. Pour l'année scolaire qui s'achève, l'école compte une 50aine d'élèves. Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, le groupe Banque africaine de développement, BAD, organise une exposition vente de produits artisanaux textiles provenant des artisans des zones cotonnières du Mali dans ses locaux. Une dizaine d'artisans exposent donc des tissus made in Mali d'une grande valeur artistique, nous dit Chekoumar Sangari. Cette exposition vente des produits artisanaux textiles des artisans des zones cotonnières du Mali comporte 3 volets. Un premier sur le développement de l'artisanat textile, un second sur l'équipement évolutif du textile traditionnel et un troisième sur les produits de textile artisanal. Les artisans sont encadrés par les projets d'appui à la filière coton PAFICOT. Nous sommes dans le cadre du PAFICOT, le projet d'appui à la filière coton, qui est un projet sous-régional. Mais au Mali, il comporte un volet transformation artisanale du coton. Et pour cela, il y a certaines zones de l'OHVN et la CMNT qui ont été choisies pour aller faire un certain nombre de démonstrations. Nous avons apporté des produits de 2 sortes, en laine et puis en cotonnade. C'est des produits qui portent sur l'ameublement et sur le vestimentaire. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire du groupe Banque africaine de développement BAD. L'économie du Mali, chacun le sait, repose en partie sur le commerce du coton.
Cependant, une infime partie seulement de ce coton est transformée et consommée localement. Pourquoi ne pas donner une chance au consommé malien? Lorsque l'on voit certaines personnes habillées aujourd'hui dans les tissus traditionnels, on voit à quel point cela peut être magnifique. L'exposition vente des produits artisanaux textiles des artisans des zones cotonnières du Mali continue jusqu'à demain après-midi. Un internat pour une trentaine d'étudiants maliens, grâce à la générosité d'un homme d'affaires turc, le pensionnat a officiellement ouvert à Daoudabougou. Le domaine d'une capacité de 30 lits dispose de 3 salons et d'une piscine. Moïse Traoré est allé voir. Le personnel des collectivités territoriales réclame le paiement régulier de son salaire. C'est le plaidoyer du leader du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales. Le Syntrac, créé en 2006, se donne 3 jours pour évacuer son 2e congrès. Au nord comme au sud du Mali, nous vivons dans la précarité. Les salaires ne sont pas payés à terme échu. Cependant, nous constatons que nos collègues de la fonction publique de l'État perçoivent régulièrement leurs salaires et accessoires à temps. Le représentant du ministre de la décentralisation et de la ville apprécie le choix des sujets à l'ordre du jour. Une soixantaine de délégués de l'ensemble de nos régions et du district de Bamako prennent part aux travaux. 3 journées qui vont déboucher sur l'élection. Voilà un problème d'aiguillage et nous pensons pouvoir diffuser ce reportage de Moïse Traoré dans nos éditions de demain. Sport football, le Stade malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali 2013, élimine l'US Bougouni en 8e de finale de la Coupe du Mali par le score de 2-1. La dernière affiche de ces 8e de finale a vu l'élimination du COB de Bamako par le Debo Club de Mopti, 1-0. Mamoutou Dampé nous fait le résumé de ces 2 rencontres. L'Union sportive de Bougouni, détentrice de la Coupe du Mali 2012, n'a pas fait le poids pour cette édition 2014. Elle a été dominée par les tenants du titre, Stade malien de Bamako, 2-1. Après une nette domination des Blancs de Bamako, sur une passe en retrait, Mohamed Cheikh Chérif Doumouya ouvre le score à la 27e minute. L'US Bougouni réagit par quelques actions dangereuses. L'arbitre siffle la mi-temps sur ce score d'1-0. Dès la reprise, les joueurs de Bougouni égalisent à la 48e minute par Issouf Kamara. 4 minutes plus tard, Suleiman Dambélé inscrit le but de la victoire. Le Stade malien se qualifie en quart de finale de la Coupe du Mali. La dernière rencontre de ces 8e de finale a vu l'élimination du COB par le Debo Club de Mopti par le minimum d'1-0. Les Mopticiens ont ouvert le score dès la 27e minute par Moussa Guitey. Ainsi, l'avant-dernier du championnat élimine le 3e en 8e de finale de la Coupe du Mali 2014. En quart de finale, le Debo Club rencontrera les 11 cratères de Nyarela et le Stade malien de Bamako affrontera l'AS Bakaridjan. Ces quarts de finale se joueront le 20 juin prochain. Mesdames et messieurs, avant de refermer ce journal, cet avis suite à l'évasion hier de prisonniers de la maison centrale d'arrêt de Bamako, de nationalité malienne, Mohamed Ali Ag Wadoussen est né le 9 avril 1989 à Kidal de Wadoussen et Hassi Walet Hita, sœur de Sedan Ag Hita. Chef de la Katiba Youssef Ben Tafin, Mohamed Ali est un déserteur de la garde nationale du Mali. Il est du contingent 2009. Il est l'organisateur principal du rapt de 2 Français le 24 novembre 2011 à Ombori. Il a effectué cette opération au compte de la Seria El Ansar Abdelkrim El Targhi, neveu de Iyad Agali. Il a été arrêté par la SE, les services de renseignement. C'était le 10 décembre 2011 à Gao, puis mis sous mandat de dépôt en mars 2012. Il a profité de la défaillance du système pénitentiaire pour renouer le contact avec son oncle Sedan Ag Hita. Il a reçu des moyens financiers et matériels pour planifier un attentat terroriste contre la prison centrale de Bamako. L'individu est donc en cavale depuis hier lundi avec son complice Haïba Ag Sherif.
Voilà, donc Mohamed Ali est donc très activement recherché. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place au 3e match de la Coupe du Monde. Excellente nuit à tous. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré et Nyanya Aliou Traoré prendra le relais pour l'édition de la nuit. Excellente nuit à tous. Au revoir.